Donc, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de modélisation énergétique. Nous aurons 4 sessions dédiées à ce sujet, après avoir vu la semaine passée des formations sur les statistiques et sur un focus sur l'ODD numéro 7 d'accès à l'énergie. C'était très important de commencer par les statistiques, puisqu'on ne peut pas faire de la planification, on ne peut pas regarder vers le futur et essayer de réfléchir à l'avenir des systèmes énergétiques si on ne dispose pas d'une compréhension fine du présent et d'informations sur le passé. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait cela dans l'ordre. Et donc aujourd'hui et mercredi, nous aurons 4 sessions sur la modélisation. Et la semaine prochaine, il y aura également des approfondissements sur la modélisation. On va commencer par une première session d'introduction dans l'heure et demie qui va suivre, que j'animerai moi-même. On fera une pause ce matin et ensuite on commencera à regarder un peu plus en détail comment on peut modéliser un secteur particulier qui est le secteur résidentiel, donc à savoir les... excusez-moi, bonjour Gianluca. Si. Alors on a débuté la formation, excuse-moi, je te mets juste en... C'est bon, parfait. Pardon, donc je continue. On va, en deuxième partie de la matinée, on va discuter du secteur résidentiel qui sera un exemple, puisqu'on aurait pu prendre un autre secteur, on aurait pu prendre l'agriculture ou l'industrie ou les transports. Mais donc pour le secteur résidentiel, on va illustrer comment on peut estimer la demande en énergie, comment on peut prévoir l'évolution de ce secteur. Mercredi, on discutera du secteur de l'électricité et de l'approvisionnement en hydrocarbures. Voilà pour le programme. Et sans plus tarder, je vous propose de vous montrer un peu plus comment on va structurer cette première présentation. Donc, pour commencer, des principes généraux sur la modélisation énergétique, sur comment on construit des scénarios. Dans un deuxième temps, on va regarder comment on modélise la demande et on va regarder sous-secteur par sous-secteur. Et on finira par la modélisation de l'offre. Excusez-moi, la diapo n'est pas complètement à jour. Mais avant de démarrer, on va faire une petite question Menti. Alors, donc, je vous invite à vous connecter sur le site www.menti.com et le code pour répondre aux questions de ce matin, c'est le suivant 447647. Alors, et la première question que l'on vous pose, c'est vraiment une question très ouverte pour débuter ensemble peut-être une première réflexion sur le sujet qui va nous occuper cette semaine. C'est selon vous, à quoi servent les modèles énergétiques? Parce que c'est un concept qui peut être abstrait pour certains ou pour d'autres très familier. Certains ont peut-être déjà fait des exercices de modélisation énergétique sur des sujets très, très spécifiques ou sur des choses assez générales. Donc, je serais curieux de savoir un peu plus, pour vous, quelle est l'utilité, selon vous, des modèles énergétiques? Alors, une première réponse serait prédire l'avenir. D'accord. Alors, c'est très intéressant et dans cette notre première partie, on va un petit peu essayer de bien définir les termes et le vocabulaire pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Mais le terme prédire est intéressant. Ce n'est pas exactement celui qu'on retiendra. J'y reviendrai. Alors, on voit aussi qu'on nous propose d'autres réponses. Planifier, tout à fait. La modélisation va pouvoir servir des exercices de planification. Voilà, planifier est un terme qui revient plusieurs fois. À faire des projections, à faire des prévisions. Donc, à nouveau, on voit qu'il y a plusieurs termes. On va essayer de bien les définir ensemble. Prévoir l'avenir, donc qui est un petit peu différent de prédire l'avenir. On y reviendra.
Alors, un autre terme intéressant, le développement. Oui, parce que si on regarde vraiment un petit peu en bout de chaîne et in fine, on ne fait pas ces exercices pour la beauté de travailler sur Excel ou sur d'autres logiciels, mais on souhaite que in fine, ça puisse généralement servir des politiques qui vont avoir un objectif dédié. Donc, en l'occurrence, ça peut être le développement économique, ça peut être faire évoluer les systèmes énergétiques dans une direction qui apporte le développement, l'accès à l'énergie par exemple, comme on l'a vu vendredi dernier. Prévision, demande et offre. Alors effectivement, dans l'exercice de modélisation énergétique, on va regarder ces différents aspects. Et d'ailleurs, on pourra choisir d'avoir plutôt un angle sur la demande, où on essaye d'estimer la demande future, ou on peut avoir une approche à planifier l'offre future. Et idéalement, on pourra avoir une vision intégrée où, en évaluant la demande future, on peut savoir quelle est l'offre à développer. Alors, je vois d'autres mots. Les politiques énergétiques, effectivement, donc c'est bien un outil qui doit ensuite servir à faire des recommandations ou à établir des politiques énergétiques. Prévision, je pense qu'on a tout couvert. Fixer des KPI, donc des Key Performance Indicators, des indicateurs de suivi. Oui, exactement. Ça va aussi permettre notamment en regardant d'où on vient et en regardant les données historiques et la situation présente, d'essayer de fixer des objectifs, des jalons sur les prochaines années. D'accord, bon, les notions de prédiction reviennent souvent. Facture énergétique du pays. Alors oui, tout à fait, ça peut aussi être vraiment une des sorties d'un modèle énergétique. Quand on regarde à quoi va ressembler le système énergétique dans 5, 10, 20 ans, on peut en déduire quelles seront les importations du pays, par exemple, comment va évoluer sa dépendance aux importations, ou inversement donc son autonomie énergétique, qui sont des informations qui évidemment vont intéresser en plus haut lieu. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je ne ferme pas le Menti pour que vous puissiez continuer à contribuer, mais je propose qu'on reparte sur la présentation et que l'on démarre. Alors, pardon, première partie, donc on regarde ensemble quelques généralités, quelques principes de base pour bien définir de quoi on parle. Le contexte du secteur de l'énergie, bon, vous êtes tous des professionnels de ce domaine ou des gens, je pense aux personnes du ministère du Plan, qui travaillent en lien avec l'énergie. Donc là, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Mais donc, on insiste sur le rôle clé de l'économie et sur son rôle central au sein de l'activité économique. Ce qui explique que, évidemment, faire des prévisions, faire de la planification pour le secteur de l'énergie, ça va intéresser l'ensemble des décideurs politiques, puisque ça a des répercussions au-delà des simples experts de l'énergie. Un point important, le secteur de l'énergie, donc on le disait, il est crucial pour toute l'économie et toute la société, mais il est surtout interconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'îlot énergétique isolé, complètement indépendant. Ce qui se passe dans un pays, dans une région, va avoir des impacts sur les systèmes énergétiques dans d'autres pays et dans d'autres régions. Donc c'est interconnecté géographiquement et c'est interconnecté sectoriellement. Ce qui se passe dans un secteur, dans un domaine, va avoir des impacts sur d'autres secteurs. De ce fait, voilà, la myriade d'acteurs du secteur de l'énergie vont tous chercher à suivre les activités énergétiques, à identifier les tendances. Donc là, on peut aussi penser aux acteurs du secteur privé, hein, qui, pour des raisons d'intelligence économique, vont vouloir estimer comment vont évoluer les consommations, comment vont évoluer les comportements et les tendances dans ce secteur énergétique par rapport à leurs propres objectifs et surtout, in fine, pour développer des actions appropriées. Donc, comme c'était dit dans le Menti, ça peut être pour développer des politiques, pour apporter le développement, par exemple. Le secteur de l'énergie est également crucial puisqu'il est la cause, en tout cas au cœur
d'enjeux qui dépassent l'énergie, mais notamment quand on pense au réchauffement climatique ou à beaucoup de problèmes environnementaux, on sait très bien que voilà, l'énergie pèse énormément sur ces sujets. Et enfin, pourquoi la modélisation énergétique est importante? Puisqu'on sait qu'il existe un certain nombre d'options technologiques, d'options énergétiques qui sont disponibles, qui peuvent relever un certain nombre de défis actuels et de défis futurs, et que chacune de ces options aura des avantages, des inconvénients, et c'est en faisant un effort de modélisation, en faisant ce type d'exercice, que l'on peut, que les décisions politiques peuvent faire des choix qui soient éclairés. Donc ça, c'est vrai, et on en a parlé par exemple pour l'accès à l'électricité. Il y a différentes options, la densification du réseau, le développement de mini-réseaux, etc. C'est vrai aussi en termes de technologie, de sources de production d'électricité. On sait qu'il y a plusieurs manières de faire de l'électricité. Donc voilà, face à ces différentes options sur la table, avec la modélisation, on peut proposer des choix qui soient éclairés. Mais alors, si on regarde plus en détail, vraiment à quoi elles servent, alors vraiment la modélisation et la réalisation de scénarios, ça va permettre en fait d'intégrer beaucoup de déterminants différents d'une manière qui soit cohérente et systématique. Plutôt que de faire des analyses un petit peu ad hoc à droite, à gauche, ça va permettre d'avoir une vision d'ensemble et de combiner toutes ces analyses. Ça va nous permettre d'explorer plusieurs futurs possibles et d'étudier les incertitudes qui sont liées. Et enfin, comme on le disait, ça va permettre de comprendre comment les différentes options technologiques disponibles aujourd'hui ou qui seront développées peuvent satisfaire des demandes. Un point important, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal. Voilà, l'Agence internationale de l'énergie est très réputée pour ses exercices de modélisation et réalise, on va dire, la modélisation énergétique la plus désagrégée, la plus aboutie, la plus précise et holistique. Cependant, voilà, notre modèle, ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas un modèle idéal. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un modèle, c'est un outil qui permet de répondre à une question spécifique. Et chaque outil a ses atouts, a ses inconvénients. On va vous présenter la démarche de l'AIE durant ces prochaines séances. Mais la semaine prochaine notamment, vous aurez aussi des présentations d'autres acteurs qui utilisent d'autres outils, puisque voilà, il existe différents outils sur la table et différentes approches, ce que je vais détailler dans une seconde. Et par ailleurs, voilà, il y a différentes approches pour aborder la modélisation. À l'AIE, on travaille beaucoup à partir d'évaluations technico-économiques que je vais vous détailler dans un instant. Alors, peut-être pour revenir un petit peu sur le vocabulaire, puisque dans vos réponses Menti, on voyait qu'on avait plusieurs mots qui revenaient: prédire, prévoir, planifier. En fait, ce qu'on peut peut-être commencer par voir, c'est que face au futur et face à l'avenir, il y a différentes approches. Euh, il est possible d'essayer de prédire ce qui va se passer, mais quand on dit prédire, on fait plutôt référence à vraiment de la prophétie, de la prédiction. Si je caricature, on utilise l'image de la boule de cristal, et donc la planification, la modélisation énergétique ne relève pas de cette approche puisque on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc on n'est pas en train de prédire l'avenir, on n'est pas voyant, il n'y a pas un pouvoir qui fait qu'avec toutes ces études, toutes ces modélisations, on peut vraiment affirmer de quoi l'avenir va être fait. En revanche, on peut essayer de prévoir ce qui va se passer en fonction de scénarios, c'est-à-dire selon certaines hypothèses, selon certains cas de figure qu'on aura définis. Donc là, on est plutôt dans l'ordre de la projection, de l'exploration et d'une approche qui est déductive. Si ma demande en véhicule double, voilà à quoi pourrait ressembler la demande en produits pétroliers. Et enfin, on peut avoir une autre approche qui est normative, où là, on fait un petit peu le problème à l'envers. On se dit, si on veut dans 10 ans, dans 20 ans, en être là, si on veut avoir atteint ces objectifs, accès universel à l'électricité,
baisse des émissions de CO2 comme proposé dans la contribution nationale déterminée de la RDC, ou voilà, un certain nombre d'états que l'on définit. Eh bien, si on veut en être là dans 10 ou 20 ans, voilà quelles seraient les étapes par lesquelles il faut passer. Et donc, voici quelles sont les trajectoires que l'on doit emprunter. Donc, en fait, on va souvent se référer à ces deux grandes familles, soit la famille plus de la prévision en fonction d'hypothèses, ou bien soit la famille un peu plus normative, où on fixe des objectifs à atteindre et on voit quel est le chemin à emprunter. Mais surtout, pour bien choisir son modèle énergétique et pour bien débuter la démarche de modélisation, ce qu'il faut commencer par faire, c'est définir un petit peu, donc on l'a dit, une question à laquelle on veut répondre, donc c'est des objectifs, mais aussi un périmètre. À l'AIE, nos chefs souhaiteraient que nos modèles répondent à toutes les questions possibles, sauf que évidemment, c'est pas aussi simple, il faut faire des choix et il faut avoir une approche organisée. Donc, un premier point dont il faut tenir compte, ce sont les données historiques. On n'insistera jamais assez. Pour faire de la planification, de la modélisation, il est essentiel de faire d'abord de la statistique énergétique et de s'appuyer sur des données historiques, des indicateurs, des variables d'activité, ce qu'on va appeler des inputs, donc des données d'entrée, qui vont vraiment nourrir le modèle. Et plus le niveau de détail est élevé, plus il est précis, plus c'est fiable, meilleurs seront les résultats du modèle. Ensuite, il faut définir un petit peu des champs ou des périmètres en termes de secteurs que l'on couvre, de géographie, de vecteurs énergétiques que l'on tient compte. L'approche, ça c'est un peu méthodologique et je vais y revenir dans les prochaines diapos. Alors, il y a des caractéristiques qu'on peut aussi définir. Est-ce qu'on va s'appuyer sur certaines fonctions économétriques? Est-ce qu'on veut mettre en place des rétroactions macroéconomiques? Deux, trois exemples pour illustrer un peu ces mots qui font un peu barbare. Les rétroactions macroéconomiques seraient de dire, tiens, si on envisage pour une région qui est productrice de pétrole, si on fait un modèle où on va simuler que la production de pétrole diminue énormément, eh bien on sait que ça va avoir un impact sur le PIB du pays qui est exportateur de pétrole. Et or, souvent, le PIB est une donnée d'entrée. Donc, on peut mettre en place des rétroactions où, selon nos hypothèses du modèle énergétique, ça remonte un petit peu aux hypothèses initiales de PIB. En ce qui concerne l'apprentissage technologique endogène, ce serait de dire, si dans un modèle, on définit des coûts d'entrée pour une technologie, par exemple le solaire photovoltaïque, eh bien, on sait que plus cette technologie va se déployer, moins elle sera coûteuse, puisqu'on a ces économies d'échelle, on a ces apprentissages, et donc on peut très bien mettre un module ou définir dans notre modèle le fait que voilà, le déploiement exponentiel de l'énergie solaire ne va pas se faire à coût fixe, mais plus on va en développer, moins ça va être cher, donc plus ça va être la solution qui sera peut-être privilégiée quand on arbitrera. Donc voilà des fonctions un peu intelligentes qu'on peut introduire dans un modèle. Mais peut-être pour dézoomer un petit peu, ce qui est important, c'est de définir précisément ce qui est exogène et ce qui est endogène. Ce qui est exogène, c'est donc ce qui est extérieur, ce sont les hypothèses et les paramètres. Et on donnera quelques exemples. Et ce qui est endogène, c'est vraiment les variables à l'intérieur de notre modèle. Et donc là, c'est peut-être une décision à prendre en conception, de voir vraiment ce sur quoi on veut avoir la main et ce qu'on définit comme extérieur et nourrissant le modèle. Évidemment, on voudrait avoir le maximum de données pour faire les modèles les plus précis. Selon la matière dont on dispose, dépendra évidemment le modèle que l'on choisira et ce qu'on aura la possibilité de développer. Alors, si on détaille un petit peu les approches pour projeter la demande, on a deux grandes familles d'approches. La première qu'on appelle approche ingénieur ou ascendante ou bottom-up, qui est technique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vraiment s'appuyer sur des relations physiques, des relations techniques entre l'énergie et entre les processus d'utilisation finale.
Donc, on va regarder dans le détail, selon les équipements, quelles sont leurs consommations énergétiques. Donc, si on prend des climatiseurs, on va vraiment regarder leur consommation énergétique propre, leur taux d'efficacité. On va regarder à quelle fréquence ils sont utilisés. Et donc, on va vraiment repartir de ces notions un petit peu physiques et on va voir comment les choses évoluent. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cela pour chaque secteur. Donc, si on se pose la question, et Tim et Ariane le feront dans la deuxième séance, de la demande en énergie du secteur résidentiel, et ben on va regarder ce secteur résidentiel, de quoi il est composé, alors à la fois de ménages et à la fois des services d'entreprise dans les bâtiments. Pourquoi ils demandent de l'énergie? Eh bien pour s'éclairer, pour la climatisation, pour faire fonctionner des appareils. Et donc, chaque segment par segment, on va regarder quels sont les besoins énergétiques et on va regarder quels sont les appareils et à nouveau, quelle est la consommation énergétique de chaque appareil, leur efficacité, pour essayer de comprendre comment tout cela pourrait évoluer. Donc ça, c'est une approche qui est très détaillée, très désagrégée et qui permet d'avoir des analyses très précises. Le corollaire, c'est qu'elle est relativement complexe, qu'elle demande beaucoup de données, mais donc elle est très appropriée pour le moyen, le long terme, puisqu'on va pouvoir bâtir des hypothèses robustes. Euh, Si le taux d'équipement en climatiseur augmente de 10% chaque année pendant 20 ans, et que l'on a des hypothèses et des données physiques importantes sur la consommation énergétique de chaque climatiseur, eh bien, on pourra avoir une estimation très fiable de la demande en énergie pour la climatisation dans 10-20 ans. Approche ingénieur, il y a également une approche qu'on dit économétrique qui est plutôt descendante, top-down, où là, on va essayer d'établir des grandes relations entre la demande en énergie et des variables économiques qu'on est capable de projeter. Donc, par exemple, on peut essayer de voir comment évolue le nombre de voitures par habitant en fonction du PIB par habitant. Et pour faire cela, on va regarder ce qui s'est passé dans les dernières années, on va regarder les données dans d'autres pays, et ainsi on va pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, la RDC est à tant de voitures par 1000 habitants et à tant de PIB par habitant. Si demain le PIB par habitant augmente de moitié, est-ce qu'on peut essayer d'estimer quelle sera l'augmentation du parc automobile et donc en déduire la consommation et la consommation et la demande énergétique. Donc voilà, on s'appuie sur des variables déterminantes et on fait des estimations à un niveau très agrégé, à un niveau très macro, pas au niveau de l'utilisation finale. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est très approprié pour le court terme, mais c'est évidemment moins précis que quand on désagrège et qu'on part vraiment du service final pour chaque type de besoin. Ça, c'est pour la demande. Et quand on regarde au niveau de l'offre, on a aussi deux grandes façons de procéder pour projeter l'offre énergétique. Alors, la première, c'est l'optimisation. Donc là, on prend une fonction qu'on optimise sous contrainte, une fonction objective du type je veux fournir tel niveau d'électricité à moindre coût, je veux fournir tel niveau d'électricité en émettant le moins d'émissions de CO2 en les produisant. Donc voilà, ça c'est une logique où le système va tenir compte de plusieurs contraintes, des objectifs qu'on lui donne et choisir la meilleure solution. Une autre, euh, une autre approche, c'est une approche de simulation, où là, c'est un petit peu plus itératif. On va essayer de prévoir ou de prendre des hypothèses sur le comportement des consommateurs et des producteurs selon différents signaux. Par exemple, si le baril de pétrole est à 75 $, qu'est-ce que cela induit pour les consommateurs et pour les producteurs et voilà, comment chacun réagisse. Et donc aussi, on peut faire plusieurs tests. Si le baril n'est pas à 75 mais à 50 $, quelles sont les conséquences pour les consommateurs et pour les producteurs? À l'AIE, selon les modules, on va dire, de notre modèle énergétique, on peut faire parfois de l'optimisation ou de la simulation.
En résumé, peut-être une petite cartographie pour dire que quand on réfléchit modèle énergétique, donc il y a deux approches, celle de la prévision, on fait des hypothèses et on essaye de voir à quoi ressemblera le futur, ou bien on a l'approche normative où on va plutôt faire de la planification stratégique en se disant si on veut avoir atteint tel objectif à cette échéance, quelle est la trajectoire technologique, quelle est la politique à mettre en place. Et en termes d'approche, on a l'approche bottom-up ou ascendante, où là, on va vraiment s'appuyer sur les technologies de manière désagrégée pour essayer de comprendre sous-secteur par sous-secteur comment va évoluer la demande énergétique. Et en face, on va estimer comment l'offre répondra à cette demande par de l'optimisation ou de la simulation, mais toujours en s'appuyant sur ces paramètres techniques. Ou bien on a l'approche top-down qui est descendante, où là on va plutôt s'appuyer sur des estimations économétriques et chercher un point d'équilibre général. Alors, il existe différents modèles dans le modèle énergétique, certains que vous connaissez peut-être et d'autres qui ne sont pas à l'écran. Celui de l'AIE qu'on appelle le WEM, donc pour World Energy Model, se situe plutôt sur la partie droite, donc sur une approche bottom-up, même s'il y a évidemment des allers-retours et c'est un petit peu plus compliqué que cela. Voilà pour ces premiers principes sur la modélisation. Là, je vous propose qu'on regarde un peu plus comment on construit des scénarios énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que construire? En fait, c'est élaborer un ensemble de politiques qui vont décrire différentes trajectoires possibles. Donc là, l'important, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit holistique, qui soit complète et cohérente, où on va regarder les politiques, les prix, le développement des technologies, le déploiement des sources d'énergie, et de voir, voilà, si on fait une hypothèse sur une politique, quelles vont être les conséquences sur l'ensemble de ces éléments, et en voyant voilà, quelles sont les mesures spécifiques qui vont tenir compte des évolutions du monde et du secteur énergétique. Donc c'est vraiment cette approche cohérente que l'on fait. Si on fait un scénario d'augmentation très fort du transport routier, eh bien, il faut avoir des hypothèses ou des trajectoires qui soient cohérentes par rapport à la consommation de produits pétroliers, par exemple. À l'Agence internationale de l'énergie, on a évidemment plusieurs scénarios dans nos exercices et dans les travaux qu'on vous a déjà montrés, vous avez vu qu'on voilà, on fait souvent, on présente souvent des différents futurs possibles en fonction de ces scénarios. Je vais juste vous les présenter à nouveau. Donc, très généralement, chaque année dans le World Energy Outlook, on a un scénario de politique annoncée. Les politiques annoncées, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si le monde poursuit sur la trajectoire actuelle et qu'on intègre les objectifs politiques qui ont été annoncés, mais dans la mesure où ils nous semblent réalistes et que le gouvernement qui a annoncé cette politique a également mis en œuvre les moyens pour la déployer. Donc là, c'est vraiment une vision de quand on montre un petit peu à quoi ressemblerait l'avenir selon ce scénario, l'objectif c'est de montrer aux décideurs un petit peu un miroir de voici les décisions que vous avez prises, voici ce qui existe, voici ce qui est mis en place, voici ce que vous avez annoncé. Si l'on suit ce chemin, si on met en œuvre tout cela, voilà où on en sera dans 10 ans, dans 20 ans. Par ailleurs, on a un scénario qui, lui, est plutôt d'une approche normative, donc un scénario de développement durable, où on propose une trajectoire pour atteindre l'accord de Paris sur le climat, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre l'accès universel, donc l'ODD 7 à l'électricité et à la cuisson, et pour atteindre aussi des objectifs de réduction de la pollution de l'air. Deux grandes familles de scénarios, mais évidemment, l'AIE développe beaucoup de scénarios additionnels, fait des études de sensibilité, et donc selon les publications, on peut aller plus loin. Deux scénarios que je mentionne. Le premier, c'est le Africa Case, donc qu'on a développé dans la publication, dans le rapport sur l'Afrique qu'on a réalisé l'an dernier,
où là, la trajectoire que l'on propose, c'est à la fois donc, des objectifs climat, des objectifs d'accès universel à l'électricité et à la cuisson propre, de réduction de la pollution de l'air, mais aussi ça permet d'atteindre un développement économique et industriel qui est celui que les États africains se sont fixés comme objectif à travers l'agenda 2063. Donc, dans le scénario Africa Case, on a un développement économique qui est accéléré, qui est inclusif, qui est durable. On a la totalité de la population africaine qui dispose d'un accès à l'électricité et à la cuisson, et on a une pollution de l'air qui est diminuée. Et derrière ça, il y a les sources de production d'électricité, et il y a aussi la réduction de l'utilisation traditionnelle de la biomasse. Un scénario qu'on vous a présenté dans la dernière la présentation du World Energy Outlook 2020 et le scénario de reprise retardée, Delayed Recovery Scenario, qui est vraiment un scénario très spécifique et davantage sur les hypothèses d'entrée économique, où l'on disait, si jamais la pandémie de Covid-19 n'est pas maîtrisée dans le cours de l'année 2021 ou a des impacts plus profonds et plus durables sur nos économies, voici quelles seraient les conséquences sur le monde énergétique. Donc là, c'est un scénario où les hypothèses d'entrée sur l'évolution économique sont différentes. Alors, je vous présente ce schéma que nous allons utiliser vraiment plusieurs fois au cours des prochaines sessions, puisque c'est un petit peu une simplification du modèle de l'AIE. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir on va le prendre vraiment étape par étape. Et ça permet finalement de cartographier ou de visualiser de manière relativement simple une machine qui est assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle? Si on regarde tout en haut les flèches vertes, on a nos hypothèses d'entrée qui peuvent être des déterminants socio-économiques, la population, et donc les évolutions à venir de la population, l'évolution économique, le PIB. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur des hypothèses du FMI, par exemple, ou faire nos propres hypothèses dans certains cas. On va avoir des hypothèses sur les technologies, leurs coûts, leurs capacités, les hypothèses sur les politiques qui sont mises en place, l'hypothèse sur le prix du CO2, par exemple. Et donc, ça, ce sont vraiment nos données d'entrée. Et ensuite, notre modèle en tant que tel, alors, il va permettre d'étudier la demande en services énergétiques finaux et les processus de transformation pour satisfaire cette énergie, cette demande en énergie finale, donc la demande en énergie primaire et donc l'approvisionnement en énergie qui en résulte. Et en sortie du modèle, qu'est-ce qu'on va avoir une fois qu'on a fait travailler tous ces éléments? Eh bien, on va avoir des informations d'abord sur les flux énergétiques qui en découlent. Donc, quelle serait la balance énergétique à horizon 10 ans, et donc quels sont les échanges d'énergie, quelles sont les consommations pour l'ensemble des énergies. On va avoir par exemple les conséquences en termes d'émissions de CO2 ou d'investissement, à savoir quels sont les coûts pour arriver à cette situation énergétique à tel horizon. Donc, si on reprend un petit peu l'intérieur du modèle étape par étape, sur la droite, on va regarder vraiment la demande. Alors d'abord, la demande en services énergétiques. Et on va regarder ça, évidemment, secteur par secteur. Donc, si on catégorise un petit peu, nous, on va regarder l'industrie, le transport, le secteur résidentiel et les services qui sont regroupés sous l'appellation des bâtiments. Et donc, c'est ce que Ariane et Tim vont vous présenter en deuxième séance, ou l'agriculture. Et donc, pour chacune de ces grandes familles de secteurs, on a évidemment des besoins en énergie et des variables d'activité qu'on va regarder pour essayer de comprendre quelle est la consommation énergétique de ce secteur par type d'énergie. Une fois qu'on a cette demande en énergie finale, eh bien, on va regarder les processus de transformation pour passer de la demande primaire
à la demande en énergie finale, à savoir comment on passe du pétrole brut aux produits pétroliers dont on a besoin pour chaque mode de transport, comment on passe des sources de génération électrique à l'électricité dont on a besoin dans les usines, dans les bâtiments. Et donc, cette demande en énergie primaire, on va la regarder énergie par énergie, charbon, pétrole, gaz pour les hydrocarbures, et ensuite les productions, les sources de production électrique, mais aussi les biocombustibles et tous les types d'énergie. Et donc là, on pourra savoir de combien le monde a besoin de charbon, de gaz, de capacités hydroélectriques, et on va pouvoir remonter donc à l'approvisionnement, à l'offre, où là, il y a un point très important qui est celui du prix des carburants fossiles qui va jouer un rôle à ce niveau. Et on a des modules donc pour estimer plutôt la production du charbon, du pétrole, du gaz. Donc là, un peu avec une vision de mine par mine, champ par champ, quelle quantité d'hydrocarbures vont être produits, la production de biomasse évidemment, et des matrices importantes sur le commerce de ces ressources. Alors, je ne passe pas plus de temps parce qu'on essaiera d'utiliser ce graphique comme vraiment un fil rouge et pour à chaque fois qu'on passera d'une étape à l'autre, on se référera à où est-ce qu'on en est sur cette schématique simplifiée. Un autre point important, c'est que pour faire de la modélisation, on l'a dit, il faut faire des hypothèses. Et on s'appuie pour cela sur différentes sources, les données historiques, les statistiques, mais également ce que des centres de recherche, des universités ont pu étudier, donc ce qu'on appelle la littérature, où on va regarder ce qui a été étudié, les sources de l'industrie, du secteur privé ou d'autres recherches. Ce qui est vraiment crucial, c'est que pour qu'un exercice de modélisation soit robuste, eh bien, il faut que les hypothèses soient le plus fiables possible, le plus crédibles. Et comment s'assurer de cela? Eh bien, c'est notamment en faisant examiner nos travaux par des pairs, donc par d'autres experts, d'autres institutions, d'universités, de l'industrie. Et c'est pour ça qu'à l'AIE, derrière notre modèle et derrière tous nos exercices de modélisation, eh bien, l'ensemble des hypothèses et des méthodologies sont rendus publics et par ailleurs sont soumises à la relecture de bien plus de 200 experts selon la thématique pour s'assurer qu'on est bien en train d'intégrer les dernières hypothèses, les dernières informations disponibles et que l'ensemble des experts sur les sujets confirment, on va dire, la fiabilité du modèle. Et c'est ainsi qu'on peut être crédible quand on montre les résultats en sortie du modèle. Alors, il y a les hypothèses donc exogènes qui sont extérieures au modèle. On parlait des déterminants socio-économiques, la population par exemple, comment elle va évoluer entre la population rurale et la population urbaine, mais aussi d'un point de vue économique, le PIB, les valeurs ajoutées par secteur. On a également des hypothèses exogènes de l'ordre des politiques. Par exemple, si un gouvernement met en place une politique de baisse des subventions aux énergies fossiles, met en place une politique d'accès à l'énergie, une politique d'efficacité énergétique où l'on sait que à partir de telle date, seules des lampes LED à tel niveau d'efficacité seront autorisées. Donc ça, ce sont des hypothèses, des points d'entrée qui vont nourrir notre modèle. Mais on a aussi des hypothèses technologiques, évidemment, sur quels sont les coûts d'investissement pour ces hypothèses, quel est le coût, on va dire, réel de la mise en œuvre, avec notamment le coût du capital associé, quels sont les niveaux d'efficacité de chacune des technologies et comment ils vont être amenés à évoluer, puisqu'on sait que les choses peuvent évoluer très très vite dans ces domaines technologiques. Et enfin, on a des hypothèses sur les déploiements d'infrastructures, que ce soit combien de temps ça prend entre une décision politique de développer un barrage hydroélectrique et le moment où il entre en fonction. Ça, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Et en fonction de ces hypothèses, on a évidemment des résultats très différents. Donc là, je voulais prendre une illustration
issu toujours du rapport Afrique de 2019 de l'AIE, qui inclut un focus sur la RDC spécifiquement, avec donc deux scénarios. Le scénario des politiques annoncées. Que se passe-t-il si on poursuit les tendances actuelles et on tient compte des politiques qui ont été annoncées et des choses qui vont être mises en place par les gouvernements? Donc ça, c'est à gauche. Et que se passe-t-il dans le Africa Case? Donc si là, on fixe l'objectif d'accès universel à l'électricité, à la cuisson, de développement économique tel que ambitionné dans l'agenda 2063 et de réduction de la pollution. Et donc là, on va voir sur un domaine particulier qui est la production d'électricité par type de technologie en RDC, quels sont les différents profils et les conséquences selon ces hypothèses exogènes. Donc dans le cas de l'Africa Case, quand on fixe comme hypothèse exogène qu'on augmente le PIB comme prévu dans l'agenda 2063 et que 100% des Congolais ont l'accès à l'électricité, on voit très bien que la génération électrique, elle augmente énormément et donc beaucoup plus que dans le scénario un petit peu politique annoncé. Mais par ailleurs, on voit aussi qu'en termes de mix, on a peut-être dans les prochaines 10 années un rôle important de la génération électrique à partir de pétrole, peut-être parce que c'est la chose la plus rapide à mettre en œuvre pour se placer sur la trajectoire, mais ensuite, afin de respecter les objectifs climat et les objectifs de baisse des pollutions, on voit que le pétrole diminue dans le mix énergétique, peut-être que c'était pour permettre pour laisser le temps à plus d'hydro de se développer. Mais voilà, juste un exemple pour dire que selon les hypothèses exogènes que l'on prend, on aura des résultats très différents. Voilà, alors c'était un petit peu long, pardon, pour l'introduction. On va rentrer plus dans le détail de comment on s'y prend pour modéliser la demande énergétique. Et là, on va regarder un petit peu secteur par secteur pour vous donner quelques grandes notions. Gardez en tête que dans la deuxième partie de ce cours, on va vraiment rentrer en détail dans le secteur des bâtiments avec mes collègues Tim et Ariane. Et on finira par présenter également comment on modélise l'offre. Et je finirai par un exercice Excel qu'on vous a envoyé, qui est un petit peu une illustration de la mécanique de modélisation. Alors, je regarde s'il n'y a pas des questions à ce stade. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Mais là, peut-être, je continue puisqu'on rentre davantage dans le cœur du sujet. Alors, modéliser la demande en énergie. On va rebasculer sur une petite question Menti. Donc, si vous n'avez pas quitté la page, je passe juste à la question suivante. Si vous rejoignez maintenant et que vous voulez répondre à cette question, donc il faut aller sur menti.com et utiliser le code 447647. Et alors, la question que je vous pose, c'est selon vous, quels sont les principaux éléments à prendre en compte quand on élabore un modèle énergétique? Et vous pouvez dire si vous êtes plus ou moins d'accord avec ces propositions. On vous propose d'abord l'objectif du modèle, la qualité des données d'entrée, les trajectoires politiques attendues, les hypothèses ou bien la disponibilité de données récentes. Alors, ce qui ressort déjà, c'est que pour vous, tous ces points sont importants. Et évidemment, tous ces éléments il faut en tenir compte quand on élabore un modèle énergétique.
Et de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce type de questions. Ensuite, c'est peut-être une logique de hiérarchisation. La qualité des données d'entrée, comme on l'a dit, ça va vraiment permettre de déterminer ce qu'on est capable de faire avec un modèle. Si on dispose de très peu de données, eh bien, ça va être dur d'avoir des conclusions qui soient robustes. Donc, que ce soit la qualité des données d'entrée ou la disponibilité des données récentes, ça va évidemment conditionner ce qu'on peut faire. Un point très important tout de même, c'est l'objectif, puisque avant de démarrer un exercice de modélisation, il faut vraiment se demander à quelle question on veut répondre, puisque sinon on pourrait un petit peu se perdre dans l'infini des possibles, de regarder comment beaucoup de choses évoluent, mais il faut toujours avoir une démarche un peu structurée où l'on sait un petit peu la question que l'on se pose. Et donc, à partir de cette question, on peut bâtir une mécanique pour estimer des choses, pour évaluer et pour pouvoir y répondre. Mais donc, en effet, les données, c'est vraiment un point important. Notamment, voilà, si on dispose de peu de données, ça va être très compliqué d'avoir des modèles très, très fiables. Alors, une autre question qui s'attache plus à regarder maintenant la demande en énergie, c'est selon vous, qu'est-ce qui va le plus déterminer les tendances pour pour la demande future en énergie? Qu'est-ce qui va le plus impacter l'évolution de la demande en énergie dans les prochaines années? Est-ce que c'est les développements des technologies? Est-ce que c'est la croissance du PIB, la croissance de la population? Est-ce que c'est l'accès à l'énergie? Ou est-ce que c'est les politiques bas carbone mises en place par les gouvernements? Alors, vous êtes une large majorité à plébisciter la croissance de la population. C'est effectivement le premier déterminant. Euh, alors après, à relativiser aussi, puisqu'il faut avoir une approche un peu différenciée selon les géographies. Quand on regarde une région comme l'Europe, où l'évolution démographique est assez stable, ce qui aujourd'hui en Europe va le plus influer sur la demande future en énergie, c'est la croissance du PIB. Mais dans des régions, par exemple en Afrique, où on sait le dynamisme démographique, c'est que c'est évidemment cela qui va déterminer et tirer le plus la demande en énergie, puisque voilà, à chaque personne ajoutée vient évidemment des nouveaux besoins en énergie, et donc que quand on regarde de manière très, très dézoomée, l'évolution démographique va être le principal driver sur la demande en énergie pour l'ensemble des secteurs. Les développements technologiques peuvent jouer, mais ce n'est pas évidemment c'est pas le premier déterminant. L'accès à l'énergie, lui, a tout de même un rôle très important. Si on regarde le secteur de l'électricité et voilà, qu'on corrèle un petit peu cette évolution de la population avec une augmentation de l'accès à l'électricité, ça induit une très forte hausse de la demande. Mais le premier déterminant, c'est évidemment la population. Alors voilà merci beaucoup pour vos réponses. On va rebasculer sur la présentation et donc rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on modélise la demande en énergie. Donc sur notre schéma, on se situe à droite, où donc on va essayer de regarder secteur par secteur, industrie, transport, bâtiment, quelles sont les demandes en énergie et quels sont les besoins auxquels on veut répondre. Et ça nous permettra de remonter aux besoins de connaître la demande d'énergie finale et donc de pouvoir remonter à l'échelon du dessus, qui est la transformation de l'énergie primaire pour répondre à cette énergie finale. Alors, comment on s'y prend, en tout cas dans le modèle de l'AIE-WEM, mais c'est vrai dans beaucoup de modèles, avec notre modélisation ascendante, comme on disait bottom-up, où on regarde secteur par secteur, on va donc avoir des modules indépendants pour chaque brique, si je puis dire. D'un point de vue géographique, à l'AIE, on a
un modèle qui modélise 25 régions du monde qui sont cohérentes entre elles. Et ensuite, donc on regarde industrie, transport, bâtiment et autres secteurs finaux. On regarde la production d'électricité et de chaleur et les autres modules de transformation. Et donc, quand on dit qu'on regarde cela, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on essaye d'avoir une représentation explicite de tous les paramètres sectoriels et technologiques pour chaque pays, chaque région. Et donc, ça veut dire le stock d'équipements. Si on regarde l'industrie, quel est le stock actuel d'équipements industriels, de machines qui donc chacun vont avoir leur consommation énergétique? Quelles sont les nouvelles capacités qui vont être mises en œuvre ou les ventes d'équipements? Quelle est la durée de vie de chacun de ces équipements? Quel est leur niveau d'efficacité? Quel est leur coût? Etc. Donc c'est un petit peu ce type de réflexion qu'on va avoir à chaque fois qu'on regarde un secteur en particulier. Et alors, plus précisément, quand on va essayer d'estimer la demande en énergie finale d'un secteur, on va toujours passer un petit peu par la même étape pour la modéliser. La question à laquelle on veut se poser, si je prends un exemple, c'est voilà, en RDC, dans 10 ans, quelle sera la demande en énergie finale pour la climatisation dans les bâtiments? Voilà. Imaginons qu'on prenne cette question. Alors, à nouveau, on est sur un exercice objectif de modélisation. On n'a pas une boule de cristal et une capacité à prédire les choses un petit peu au hasard. Donc, il faut qu'on ait différentes étapes pour construire notre modèle. Et là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est essayer d'avoir une approche vraiment étape par étape et remonter. Si on veut savoir quelle sera la demande en électricité dans les bâtiments pour le besoin de refroidissement, bah, une première question, ça va être quel est le parc d'équipements qui permet de faire cette climatisation? Et pour l'estimer, on peut peut-être essayer de réfléchir au niveau de refroidissement dont on a besoin. Donc, est-ce que les gens vont avoir besoin de refroidir tant de mètres carrés et de ramener la température à 25 degrés ou plutôt à 22 degrés? Donc, c'est des choses qu'on va regarder. Et pour faire toutes ces estimations, eh bien, on va s'appuyer sur des variables, sur des déterminants initiaux. Alors, je reprends un petit peu dans l'autre sens et de manière plus détaillée. Voilà. Répondons à cette question, quelle pourrait être la demande en électricité pour les climatiseurs en RDC dans 10 ans? Ce qu'on va pouvoir faire pour commencer, c'est essayer de se poser la question du taux d'équipement. Combien y a-t-il de, quelle est la surface qu'il faut réfrigérer et comment va évoluer déjà le nombre de bâtiments qu'on veut réfrigérer. Et donc, pour cela, on peut s'appuyer sur une analyse économétrique en regardant ce qui s'est passé dans d'autres pays ou en regardant vers le passé. Et là, on a un exemple sur ce premier graphique où on voit, selon l'évolution de la richesse par habitant, donc du PIB par habitant, le nombre de mètres carrés par personne. Donc là, ça nous donne un premier indicateur sur chaque habitant, de combien de mètres carrés dispose-t-il. Et donc, si on sait qu'aujourd'hui, la RDC se situe à tel niveau de la courbe, si en hypothèse d'entrée, on sait que le PIB par habitant va évoluer d'une certaine manière, eh bien, on peut en déduire comment évoluerait aussi le nombre de mètres carrés dont dispose chaque habitant à l'avenir. Donc ça déjà, ça nous donne une première information qui est, on peut estimer qu'en 2030-2040, voici comment évoluera le parc de logement pour la population congolaise. Ensuite, avec ce même type de raisonnement, on peut voir quels seraient les besoins en refroidissement. On a le parc d'habitation. Voilà, on peut prendre d'autres hypothèses un petit peu similaires sur la quantité d'équipements de refroidissement qu'il faut. Et donc là, on aura une vision sur la demande en services énergétiques et l'énergie utile, vraiment sur l'ensemble du secteur. Une fois qu'on sait qu'on a besoin de tel niveau de refroidissement, on va se demander avec quels équipements on satisfait cette demande, avec quel matériel on refroidit tout cela. Et donc là, il y a deux points. Le premier, c'est de voir le fait qu'aujourd'hui, on a déjà un stock d'équipements. Il y a déjà peut-être un certain nombre de ménages qui ont des ventilateurs, des climatiseurs. Donc pour chacun de ces équipements, il faut regarder quelle est
leur durée de vie, puisqu'ils vont rester en fonctionnement pendant un moment et ils vont permettre de satisfaire la demande en partie. Donc, c'est la partie jaune de la courbe. Et au fur et à mesure que les besoins vont croître, eh bien, en complément du stock existant qui va progressivement diminuer, on va avoir des nouveaux équipements et qui vont venir compléter et permettre de répondre à la demande. Et une fois qu'on sait qu'en 2030, il faudra tant de nouveaux équipements en plus des équipements existants, on peut avoir une logique d'allocation de définition du portefeuille d'équipements, puisque on aura des ventilateurs, on aura des climatiseurs de base, on aura des climatiseurs ultra performants, et chacun ont leur coût, et donc en fonction de leur coût, on va pouvoir estimer leur distribution. Là, donc sur la partie toute droite, on peut voir que une courbe qui permet d'analyser en fonction du coût des technologies, quelles sont leurs présences. Donc évidemment, les choses les plus coûteuses seront peut-être réservées aux populations qui ont le plus de moyens, donc on en aura moins, alors que des technologies plus abordables, comme des ventilateurs, seront plus déployées. Donc là, on peut avoir une vision vraiment de l'ensemble du portefeuille d'équipements. Et comme chacun de ces équipements a un niveau d'efficacité, a une consommation énergétique propre, on va pouvoir en déduire au final un chiffre qui serait X gigawattheures de demande en énergie pour répondre à ce besoin en refroidissement dans l'ensemble de la population. Donc voilà, Tim et Ariane vont vous détailler un petit peu cela, mais c'est vraiment la démarche qu'on fait question secteur par secteur, de se poser la question des déterminants pour pouvoir essayer de prévoir comment évolueraient les besoins vraiment de services, à quel niveau de refroidissement j'ai besoin, quelle quantité de lumière, combien de kilomètres je vais vouloir parcourir, et ensuite pour pouvoir en déduire l'énergie finale. Voilà pour les principes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pourquoi c'est important de faire cet exercice secteur par secteur? Bon, parce qu'il y a des spécificités, mais aussi parce que quand on prend un, euh, quand on prend un scénario, eh bien, il n'aura pas forcément les mêmes implications pour chaque secteur. Là, on est sur l'exemple du scénario développement durable. Eh bien, on voit que dans le secteur des transports, ça signifie de réduire de manière très importante la consommation en énergie, alors que dans le secteur des bâtiments, eh bien, dans ce scénario durable, développement durable, il y a un petit peu un déclin, mais après une stabilisation de la consommation en énergie des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de populations qui gagnent accès à l'énergie, par exemple. Donc, chaque scénario va induire des stratégies très différentes selon les secteurs. Et donc, pour chaque secteur, les modules vont vraiment chercher à répondre à ces mêmes questions. Quels sont les besoins futurs pour les nouveaux équipements? Quelle sera la demande? Et donc, quels équipements devront être remplacés en plus du stock existant? Et quelle est vraiment la demande énergétique finale? Et donc, quelles seront les technologies qui permettront d'y répondre? Et quelle est l'influence aussi des politiques d'efficacité énergétique? Puisque là, dans l'exemple que je prenais avec les climatiseurs, une fois qu'on sait le besoin en climatisation, on peut y prendre une hypothèse supplémentaire qui est que si le gouvernement favorise l'importation de technologies les plus efficaces, eh bien évidemment, ça va avoir une influence sur le portefeuille de technologies qui seront déployées. Évidemment, la dernière question qu'on veut se poser pour chaque secteur, c'est de la demande finale en énergie, quelles seront les émissions de CO2 qui en découlent et les investissements. Alors, on va illustrer encore un petit peu plus en prenant l'industrie. Là, je vais aller très rapidement sur nos différents secteurs, juste pour vous donner les variables d'activité importantes sur lesquelles on s'appuie. L'industrie, donc voilà, qui se situe en haut de notre schéma, évidemment, elle est elle-même désagrégée en de nombreux sous-secteurs. Vous l'avez vu avec les équipes, avec Gianluca et ses collègues, on regarde l'ensemble des secteurs en s'appuyant sur des méthodologies et des typologies internationales. Et donc, sur notre module pour estimer la demande de l'industrie, on va regarder les prix de l'énergie, on va regarder les productions historiques industrielles,
et aussi le PIB et la population. Donc ça, sur la gauche, comme toujours, ce sont nos déterminants socio-économiques ou nos hypothèses d'entrée. Et ensuite, on va avoir des variables d'activité pour chaque sous-secteur. Si on regarde l'aluminium, on va regarder la production d'aluminium. Ça, c'est assez évident. Pour certaines industries, on n'aura pas forcément un indicateur de volume aussi simple que la quantité d'acier ou de ciment qui est produite. Mais donc, ce qu'on pourra regarder, c'est la valeur ajoutée de l'industrie, donc une variable plutôt de type économique. Et donc, voilà, à nouveau, pour être très concret, on va regarder sous-secteur par sous-secteur, désagréger au maximum. L'aluminium, il y a évidemment plusieurs types d'aluminium, et ensuite, il peut être primaire ou recyclé. Et donc, pour chaque objet qu'on regarde, on va voir les données d'activité, de production physique ou de valeur ajoutée, pour prendre des hypothèses sur leur évolution future. Peut-être un point important sur l'industrie. Là, sur ce schéma, vous voyez les consommations finales d'électricité dans le monde en 2014, réparties par type de secteur. Vous voyez que les bâtiments, ça fait à peu près la moitié, mais que l'industrie, ça représente aussi, c'est en bleu, une part très importante, et que au sein de l'industrie, ce qui consomme le plus d'électricité, ce sont les moteurs. Donc, le sujet des moteurs est très important, et notamment l'efficacité énergétique des moteurs, puisque les politiques qui peuvent être mises en place dans ce domaine auront un impact très fort sur l'ensemble de la demande en électricité. Alors voilà pour l'industrie. Les transports, on va y revenir parce que c'est l'objet de l'exercice. Mais je vais repasser à une... attendez, excusez-moi, je vais peut-être passer ça pour gagner un petit peu de temps. Oui, pardon, on va continuer. Les transports, quelles sont les données d'entrée? Comme précédemment, la population, le PIB, les tendances historiques et les variables d'activité qui vont nous permettre de vraiment définir ou comprendre comment la demande en transport va évoluer. Eh bien, on va se référer aux notions de passagers kilomètres et de tonnes kilomètres. Je vais redétailler dans un instant, qui vont nous permettre d'anticiper l'évolution de la demande en énergie du transport. Et comme toujours, on va essayer de désagréger au maximum par mode. Donc le transport, on sait qu'il peut être routier, aérien, maritime, train. Et on va aussi désagréger par type d'usage. Est-ce qu'on parle de transport de passagers ou de transport de marchandises? Et donc, dans ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ce secteur, c'est essayer de trouver un paramètre de données d'activité qui reflète un petit peu la nature de ce secteur. Et donc là, on va parler de passagers kilomètres et de tonnes kilomètres. Qu'est-ce que c'est que les passagers kilomètres? C'est le nombre de véhicules dont on dispose, fois la distance parcourue par chacun de ces véhicules, fois le taux d'occupation. Donc s'il y a une ou 5 personnes dans le véhicule. Et donc, en calculant cela, on aura une seule valeur qui va vraiment refléter on va dire un petit peu l'intensité de cette activité. On va faire pareil pour le transport de marchandises, où là, on va prendre les véhicules, leur distance et le facteur de charge, donc la quantité de marchandises qu'ils ont. Et donc, on aura un paramètre qui permettra de comparer d'un pays à l'autre, de comparer dans le temps et aussi de faire des projections. On y revient dans l'exercice. Et pourquoi c'est important d'avoir une vision d'ensemble sur le secteur du transport, de désagréger, mais aussi de reconsolider? C'est que, on prend l'exemple voilà, de ce secteur du transport. On entend beaucoup dans les nouvelles, dans les journaux, quand on parle du transport, l'essor des véhicules électriques. Et là, vous voyez quelques estimations qu'on a faites sur la flotte de véhicules électriques qui va évidemment qui va vraiment décoller dans les prochaines années. Mais si on relie ça à la demande en pétrole, on voit que le fait d'avoir plus de véhicules électriques va diminuer la demande en pétrole pour les voitures, mais que la demande en pétrole va, elle, augmenter parce qu'elle est aussi déterminée par d'autres
d'autres modes, notamment les camions, notamment l'aviation et la navigation. Et donc, quand on parle de décarboner le secteur du transport, on a évidemment les voitures électriques, mais qui vont plutôt répondre à juste un des sous-modules, à juste une des briques qui sont le transport des particuliers. Et or, il faut garder une vision d'ensemble. Et si on regarde l'aviation et les camions, bah, ça aura d'autres impacts sur la demande générale en pétrole. Une autre analyse qu'on a réalisée toujours dans ce rapport Afrique, où là, on regardait le nombre de véhicules pour 1000 personnes et comment ils seraient amenés à évoluer. Donc, on voit qu'en RDC, je dirais qu'on est à moins de 10 véhicules par 1000 personnes et que dans nos différents scénarios, il y aurait un gain qui ferait qu'on serait à un peu plus de, je dirais, 15 véhicules par 1000 personnes, qui est la moyenne aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Voilà, exemple d'analyse. Là, on a également désagrégé entre des voitures et des véhicules 2 ou 3 roues. Donc évidemment, plus on désagrège, meilleure sera la vision que l'on a de l'évolution d'un secteur et de la demande énergétique de ce secteur. Alors, les bâtiments, donc, comme on disait, c'est à la fois le résidentiel et les services. Je passe très rapidement puisque, à nouveau, Tim et Ariane vont le détailler. De quels besoins énergétiques on parle? On parle de s'éclairer, de faire du refroidissement, d'avoir de l'eau chaude, on parle de la cuisson, évidemment. On parle du chauffage, alors pas forcément sur les mêmes latitudes, hein. C'est vrai que dans les économies développées, le chauffage est une part très importante de la demande énergétique des bâtiments. C'est évidemment pas le cas pour l'Afrique. Et ensuite, on parle des équipements électroménagers, de nettoyage, de divertissement, etc. Et donc, comme toujours, on va avoir nos grandes données d'entrée, population, occupation des logements, c'est-à-dire combien on a de personnes par ménage. Et donc, ça va nous donner des variables d'activité comme la surface habitée, donc un petit peu le parc de bâtiments, le nombre de ménages, le taux d'équipement des ménages en moyenne combien un ménage a de télévision, ou alors la valeur ajoutée des services pour d'autres sujets qu'on ne pourrait pas estimer plus directement. Et là, pour vous montrer à nouveau une illustration sur les besoins en froid, voici un peu une carte de l'Afrique avec les degrés jours de refroidissement, donc les zones où il fait plus de 25 degrés en moyenne sur 24 heures. Et on voit que ces degrés jours cette température va augmenter du fait du réchauffement climatique et que par ailleurs, avec le développement économique, le développement de classes moyennes des populations, il y aura un équipement qui va augmenter il y aura un taux d'équipement en climatiseur, en ventilateur qui va augmenter. Et donc, on peut en déduire la demande d'électricité pour ce besoin de froid résidentiel et comment elle va évoluer. Donc, dans notre Africa Case, vous voyez qu'elle augmente vraiment très significativement. Si on met en place des politiques d'efficacité énergétique, par exemple, on interdit à des équipements très peu efficaces d'entrer sur le territoire, mais on favorise des équipements avec des meilleurs standards, on peut diminuer presque de moitié l'augmentation de la production électrique. Et là, s'il y a des gens qui travaillent à la SNEL ou ailleurs et qui travaillent sur l'augmentation de la production d'électricité, je pense que c'est des informations très importantes que de dire que avec une politique énergétique, on peut réduire de moitié la demande additionnelle en électricité, parce que ça veut dire moitié moins aussi de capacité de génération à déployer. Alors, l'électricité, on aura une session d'un petit peu moins de 2 heures demain par Marco, qui rentrera dans le détail et qui est vraiment un expert international très reconnu sur le domaine, qui a travaillé 20 ans sur la modélisation de l'électricité et avant ça sur les statistiques. Donc, c'est vraiment un grand expert. Je vais pas trop déflorer le sujet, mais en 2 mots, quand on essaye de réfléchir à l'électricité, donc là, on n'est plus sur on n'est plus sur un secteur final. Si je reviens sur notre schéma, on est passé de la demande en énergie finale des secteurs à un processus de transformation, de même que la raffinerie
c'est un autre processus de transformation d'énergie primaire en énergie finale. Et donc, évidemment, pour savoir comment va évoluer la production d'électricité, il faut savoir comment évolue la demande. Et il faut au préalable avoir fait les projections secteur par secteur. Et donc, les deux grandes questions, je ne vais pas détailler ce schéma assez compliqué, Marco le fera en beaucoup plus de temps. Les deux grandes questions qu'on va se poser sur le secteur électrique, c'est comment on ajoute des nouvelles centrales, donc en fonction du parc existant de centrales électriques, qui va être amené avec certaines centrales qui vont se retirer ou qui vont voir leur capacité diminuer. Donc, comment on rénove le parc existant, comment on ajoute des nouvelles centrales. Et là, il va aussi falloir qu'on regarde le portefeuille complet. On peut ajouter du solaire photovoltaïque et comme je vous le disais précédemment, c'est maintenant la source d'électricité la moins chère dans la majorité des pays du monde et elle est amenée à se développer très très vite. Mais on sait très bien que le solaire photovoltaïque ne peut produire de l'électricité qu'à certaines heures quand il y a du soleil. Donc, ça peut répondre à une demande qui est à un certain moment de la journée ou un certain niveau de demande. En complément, il faut d'autres types de centrales. Donc, quand on va réfléchir à ajouter des nouvelles centrales, il faudra déjà anticiper à quel moment l'électricité va être générée par rapport à la demande, puisqu'on sait très bien que l'électricité, aujourd'hui, se stocke relativement mal, ou en tout cas peu. Évidemment, le stockage, les batteries vont se développer, et l'hydroélectricité est une très bonne manière de stocker l'électricité, si on peut dire, avec le potentiel de pouvoir générer un petit peu à la demande. Mais sinon, l'électricité, il faut toujours que l'offre soit en adéquation avec la demande à chaque seconde. Donc, ajouter des nouvelles centrales, ça implique de connaître très bien la demande heure par heure en électricité. Et la deuxième question que l'on va se poser dans la modélisation du secteur électrique, c'est c'est l'ordonnancement ou la répartition par ordre de mérite. Une fois qu'on a un parc avec peut-être une centrale à gaz, à cycle combiné, des panneaux solaires, de l'éolien et de l'hydroélectricité, eh bien, quand il y a une demande en électricité, quelle centrale j'active, à quel moment et selon quelle logique? Derrière cela, il y a des critères évidemment techniques, mais des critères aussi économiques. Une fois qu'on a développé une ferme solaire, eh bien, ça ne coûte rien de produire l'électricité du soleil. Donc, dès que l'électricité est produite, quelque part, il faut la prioriser parce qu'elle est gratuite. Alors que, quand bien même on a une centrale à gaz qui est existante, produire de l'électricité à partir de cette centrale, ça va impliquer de consommer du gaz, donc d'avoir des dépenses. Donc, on ne va pas forcément l'utiliser au même moment qu'un électron qui serait généré par une éolienne ou par une centrale solaire. Marco vous parlera de ça pendant presque 2 heures, donc je m'arrête là sur l'électricité. Alors, donc, on a parlé des secteurs de la demande en énergie finale, de la transformation, ce qui nous donne une demande en énergie primaire, que ce soit pour l'électricité en type de ressources. Alors, on peut parler du potentiel hydro ou solaire, mais on peut aussi penser à la quantité de gaz dont on a besoin pour faire tourner des centrales électriques à gaz. Et de même, sur les produits pétroliers, les produits pétroliers finis, on aura du coup une demande en pétrole brut qu'on pourra déduire. On passe rapidement à la modélisation de l'offre, maintenant qu'on en sait plus sur quelle sera la demande en énergie, fuel par fuel, type d'énergie par type d'énergie. Et pour cela, je vous propose de repasser sur Menti. Alors, je vous propose qu'on finisse en 10 minutes la partie offre et après je réponds à toutes les questions qui ont été posées. Je vois qu'il y en a déjà 3 qui sont dans le chat. Alors, la nouvelle question que je voulais vous poser. Pardon. Excusez-moi, je vérifie juste. Voilà, alors, toujours sur le même code, la question qu'on
qu'on vous pose là, c'est, selon vous, en modélisation, à quoi servent les prix de l'énergie? Est-ce que c'est à déterminer si l'énergie sera abordable pour les ménages? Est-ce que c'est à déterminer le commerce, les échanges entre les différentes énergies? Est-ce que c'est à agir comme un point d'équilibre entre l'offre et la demande? Et pardon, je ne vois plus les autres réponses puisqu'il n'y en a qu'une seule qui s'affiche à l'écran. Ou à estimer évidemment les niveaux d'investissement qui sont requis. Alors, donc pour la majorité d'entre vous, ça sert à agir comme un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Et dans le modèle de l'AIE, c'est effectivement le rôle qu'ont les prix. Ça permet de s'assurer que on procède par itération et on détermine un prix qui est suffisant pour que tous les acteurs de la chaîne de valeur s'y retrouvent économiquement, c'est-à-dire le prix est assez bas pour que les consommateurs achètent cette énergie et répondent à leurs besoins en énergie, mais il est assez élevé pour que les producteurs puissent vendre cette énergie et la produire en recouvrant leurs coûts. Donc il y a vraiment une logique itérative où voilà, c'est un marché, le prix c'est le point de rencontre entre l'offre et la demande. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça sert également à. Alors, les prix sont évidemment importants pour estimer les niveaux d'investissement qui sont requis. Ça viendra plutôt dans un deuxième temps, mais c'est vrai que dans la construction du modèle, on va d'abord s'en servir comme point d'équilibre de l'offre et la demande, mais in fine, des prix, on pourra déduire les investissements. Alors, sur notre schéma, donc, on passe tout à gauche au niveau de l'approvisionnement avec le rôle important des carburants fossiles, des combustibles fossiles. Donc, dans la modélisation des combustibles fossiles, généralement, voilà, on divise un petit peu par énergie, pétrole, gaz naturel et charbon. Il faut garder en tête que pétrole et gaz sont interconnectés aussi par certains condensats. Alors, selon l'énergie, on n'a pas toujours la même logique d'équilibre entre l'offre et la demande. Le pétrole, on le sait, c'est l'énergie globalisée par excellence. Le pétrole que vous consommez dans votre voiture a peut-être été raffiné à Dubaï et produit au Venezuela. Ou, voilà, ça peut vraiment venir de partout. Et il y a un prix qui est établi internationalement. On a tous en tête le prix du baril de pétrole. À l'inverse, pour le gaz et le charbon, on est sur des commerces un petit peu plus régionaux parce qu'il y a des contraintes liées aux infrastructures. Pour le gaz, quand il y a des pipelines, des oléoducs et des gazoducs, voilà, ça va évidemment déterminer l'endroit où le gaz peut être consommé. Et pour le charbon, généralement, c'est une ressource qui est aussi consommée relativement proche de l'endroit où elle a été produite. Donc ça influe sur l'établissement des prix. On fait cette logique d'itération prix entre les consommateurs et les investisseurs, et on a plusieurs types de pétrole, plusieurs types de gaz. Mais donc, comme on le disait, le prix est établi de manière itérative pour répondre à un niveau qui garantisse l'investissement et satisfait l'offre. Un point important qui est que dans nos modélisations, les prix et les trajectoires sont lisses, alors qu'on sait très bien dans la réalité, il n'y a rien qui évolue autant que le prix du pétrole. Et en tout cas, à l'AIE, on ne pense pas être capable de prédire ces évolutions. On sait que ces marchés sont volatiles, mais nos projections ne cherchent pas en fait à prédire ou à prévoir ces volatilités un petit peu à court terme
du pétrole. Ce serait un autre type d'exercice qui permettrait de le faire. C'est vraiment une autre logique de modélisation. Nous, ce qu'on cherche à voir, c'est de manière lissée sur le long terme, comment évoluent ces prix avec cette logique offre-demande. On pourrait faire des choses qui prévoient un petit peu plus des prix volatiles, mais c'est un autre exercice. Et là, par exemple, vous voyez selon différents scénarios, quelle serait la trajectoire des prix avec une logique derrière qui est dans le scénario vert développement durable, on a une demande en pétrole qui est plus faible, donc ce seront les ressources les plus économiques qui seront exploitées et donc elles pourront être mises à un prix relativement bas. Dans le scénario politique annoncé ou politique actuel, si la demande en pétrole continue à augmenter, eh bien, il va falloir développer des ressources toujours plus lointaines, toujours plus complexes, et donc avec des coûts plus élevés, et ça va tirer les prix vers le haut. Un point intéressant sur les investissements pour l'offre de pétrole, contrairement à l'électricité où une fois qu'on sait qu'on a une demande en électricité et qu'on a une centrale, on peut juste l'allumer et l'éteindre. Pour le pétrole, ce n'est pas exactement pareil puisqu'on a la demande actuelle, on a le niveau de production actuel, mais quand bien même on connaît l'évolution future de la demande, notre production actuelle, on sait qu'elle va diminuer progressivement et chaque champ pétrolier a son profil de production. Et donc, ça veut dire que si on veut répondre à la demande, il faut développer des nouveaux champs pétroliers, par exemple. Et chaque champ pétrolier voilà, va avoir son profil de production et donc produire au cours des 20 prochaines années. Et donc, il faut donc prévoir champ par champ une augmentation de la production qui va répondre à la demande future. Deux mots sur le raffinage qui est une autre transformation entre offre et demande de pétrole, où là, on va à nouveau, produit par produit, voir quelle est la demande en produits raffinés, en diesel, en essence, pour en déduire l'activité des raffineries et calculer les importations de pétrole brut à travers des grands équilibres des marchés de trading et au niveau régional et au niveau international. Voilà, je passe rapidement là-dessus qui voilà, dit la même chose, qu'on regarde région par région la demande, la capacité de raffinerie et donc, la capacité, la disponibilité du pétrole brut pour voir quels sont les échanges d'une région à l'autre. Alors, je vous propose de regarder rapidement l'exercice en 5 minutes pour vous montrer un petit peu la mécanique et ensuite on fera une pause avant d'attaquer la session modélisation. Dans l'exercice, on vous proposait de répondre à une question qui était quelle sera la demande future en pétrole et quel sera l'impact sur l'activité du raffinage, sur les importations, si on regarde le secteur des transports et des véhicules thermiques. On a fait énormément de simplifications. On a considéré que il n'y avait que des voitures et pas de camions, pas de bus. On a considéré qu'ils ne consommaient qu'un seul type de produit pétrolier qui était de l'essence, etc., etc. Mais la logique de cet exercice, c'était d'essayer d'estimer, d'avoir des premières projections. Comme toujours, on s'appuie sur des données historiques et sur des déterminants socio-économiques, comme la population, ou des paramètres d'activité du secteur. Et la première question qu'on se posait, c'était si on veut vraiment avoir une vision agrégée de l'évolution du secteur du transport, calculons ce fameux indicateur passager-kilomètre
pour vraiment avoir une vision de l'intensité de l'activité, enfin, de l'intensité de la mobilité des personnes à travers des véhicules. Et donc là, c'était une simple, je vous montre directement la correction, c'était un simple calcul, donc les passagers kilomètres, c'est le nombre de véhicules fois le nombre de personnes par véhicule fois la distance parcourue par chaque véhicule. Et donc, on voit comment elle évolue au cours du temps, et on s'en resservira plus tard. Question numéro 2, on est toujours sur les statistiques et sur le passé, c'est essayer de voir comment a évolué la consommation de carburant par véhicule. Et là, on peut le déduire puisqu'on connaît la demande totale en pétrole et qu'on a pris l'hypothèse que 100% du pétrole allait dans les véhicules pour notre activité. Et donc, on peut en déduire la consommation par véhicule. Et on voit là, en l'occurrence, que en 2018, en moyenne, les véhicules consomment 11 litres aux 100 km. Donc une fois qu'on a un petit peu mieux compris la situation actuelle et passée, on va pouvoir commencer à se projeter. Et avec la question 3, l'objectif était de savoir comment va évoluer le parc de véhicules dans le pays. Et pour ça, on prend des hypothèses. Alors, on va prendre l'hypothèse que les véhicules vont de plus en plus rouler, que la demande en service va augmenter, et donc que chaque année, les véhicules vont rouler en moyenne 50 km de plus. On va prendre pour hypothèse que le taux d'occupation, lui, ne va pas évoluer. On reste à, en moyenne, 1,5 personnes par véhicule, mais que l'indicateur agrégé, qu'on a calculé à la première question de passagers kilomètres, il va augmenter de 7% par an. Donc, on fait nos différentes projections selon ces hypothèses. Et une fois qu'on a ces éléments, on va pouvoir déduire la flotte de véhicules, puisqu'on sait très bien que l'indicateur passager kilomètre, il est construit à partir de la flotte, du taux d'occupation et de la distance parcourue. Donc, on va voir comment cet indicateur évolue au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on voit en résultat, c'est qu'aujourd'hui, on était à peu près 350 000 véhicules dans le pays. Selon ces hypothèses, on doublerait à 700 000 véhicules. Donc, connaissant la flotte de véhicules, on peut voir quelle est la demande en pétrole. Mais là, à nouveau, il faut faire une hypothèse sur le niveau de consommation de pétrole de chaque véhicule. Et là, on va s'imaginer qu'il y a des gains de 1% par an, c'est-à-dire chaque année, les véhicules consomment en moyenne 1% de moins de carburant, puisque les moteurs sont de plus en plus modernes, et donc il y a une efficacité énergétique. Et là, à nouveau, d'après ces calculs, on voit que la demande en pétrole, elle passe de 173 à 344 kilotonnes équivalent pétrole, donc presque un doublement. Là, on a notre demande en énergie finale. On peut remonter la chaîne au niveau de la transformation et se dire, voilà, on sait qu'on a besoin de cette quantité d'essence. Qu'est-ce que ça induit sur l'importation d'essence et sur le raffinage d'essence à partir de pétrole brut. Et donc, si on prend l'hypothèse que les raffineries du pays vont augmenter leur production d'essence de 2% par an, eh bien, on voit quelles sont les productions de raffineries et on peut en déduire que tout ce qui n'a pas été raffiné dans le pays, eh bien, il faut importer de l'essence et on en déduit les importations de carburant. Et de ce fait, on peut aussi déduire quel est c'était la question 6, le taux de dépendance aux importations, donc la quantité d'essence qui est importée par rapport à la totalité de l'essence utilisée dans le pays. Je ne vous présente pas dans le détail les formules, mais le dossier, la feuille vous sera envoyée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que avec ce type d'exercice, si on prend un petit peu la peine de faire un graphique à côté pour visualiser ce qu'on vient de dire, on voit que notre indicateur agrégé qui reflète l'intensité du secteur du transport de passagers kilomètres, il augmente fortement et en conséquence augmente la demande en pétrole. Elle augmente un petit peu moins parce qu'il y a des gains d'efficacité. Et c'est ce qu'on voit ici où la consommation moyenne de carburant par véhicule, comme elle diminue, eh bien, ça permet de réduire la demande en pétrole. Ce qui est intéressant dans ce type d'exercice, comme vous l'avez compris, c'est qu'on a pris des hypothèses. Et on peut voir, une fois qu'on a les résultats, l'impact de ces hypothèses sur nos résultats.
sur ce dernier graphe à droite, vous voyez en rouge, vous voyez en jaune le niveau d'importation de carburant. Donc, on est passé de 75 à 225 kilotonnes d'équivalent pétrole en l'espace de 10 ans. Et du coup, cette dépendance aux importations, sur l'axe de droite, on voit qu'elle était à peu près à 50% et qu'elle passe à 70%. Et donc, on peut se poser la question, si jamais l'efficacité énergétique de nos véhicules augmentait plus vite, donc si la consommation de carburant par véhicule était plus faible, mettons des progrès à 3%, et si nos raffineries, au lieu de produire chaque année 2% en plus d'essence, elles produisaient 4% en plus d'essence, eh bien, on voit tout de suite l'impact sur l'importation du carburant, elle est plus faible, et donc sur la dépendance aux importations, au lieu de passer de 50 à 75%, elle est maintenue à 50%. Donc, ce type d'exercice, ça montre que voilà, deux politiques concrètes, une politique d'efficacité énergétique pour favoriser les moteurs les plus efficaces qui consomment moins d'énergie pour avoir des gains de 3% par an, et une politique vis-à-vis des raffineries qui permettrait d'augmenter l'activité des raffineries de 4% par an, ça permet de ne pas augmenter le taux de dépendance aux importations. Voilà, je m'arrête là parce que l'heure tourne. Euh, Ce que je vous propose, c'est de faire la pause tout de suite et de répondre à vos questions en toute fin de session ce matin. Comme ça, à 10h40, donc dans 6 minutes, on peut démarrer avec Ariane et Tim sur le secteur des bâtiments et on répondra à l'ensemble des questions tout à la fin. Merci pour votre attention, j'espère que ça a été clair. Et donc, bonne pause et on reprend à 10h40, heure de Kinshasa. Merci beaucoup.